Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inside News Review, l'émission qui décortique les enjeux majeurs qui façonnent l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui soulève autant d'espoir que d'interrogations. Le service militaire obligatoire en République démocratique du Congo. Le 31 mars 2025, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale. Son auteur, le député Claude Misard, élu d'Uvira au Sud Kivu, propose d'instaurer un service militaire obligatoire pour tous les jeunes Congolais âgés de 18 à 30 ans. Cette initiative intervient dans un contexte sécuritaire critique. L'Est de notre pays subit depuis plus de 30 ans des agressions répétées, des infiltrations armées et des trahisons qui fragilisent les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Le député Misaré justifie sa démarche par la nécessité de consolider les rangs de notre armée face à ce qu'il appelle les maux qui la rongent. L'infiltration, les trahisons, la faiblesse des effectifs. Sa vision ? Former militairement chaque jeune Congolais pour garantir qu'aucun pays ne puisse plus continuer ses agressions ni occuper des parties de notre territoire. Une vision ambitieuse et même patriotique. Mais aujourd'hui, est-elle réalisable ? La RDC compte aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants. Près de 70% de cette population a moins de 25 ans. Nous parlons donc de dizaines de millions de jeunes. Comment un État qui peine à scolariser tous ses enfants, qui voit 62% de sa population vivre en deçà du seuil de pauvreté, pourrait-il soudainement construire les infrastructures, mobiliser les budgets et déployer la logistique nécessaire pour former militairement des millions de jeunes ? Aujourd'hui, Inside News Review ne se contentera pas de relayer cette proposition. Nous allons l'examiner sous tous les angles. Sa faisabilité opérationnelle, ses implications budgétaires, ses conséquences sociales et économiques. Nous comparerons avec des pays où le service militaire obligatoire fonctionne réellement. Et nous vous présenterons une proposition alternative, réaliste, adaptée aux capacités actuelles de notre pays. Nous vous invitons à relayer gratuitement cette proposition aux députés de notre pays, afin qu'ils puissent analyser cela, peut-être la modifier, peut-y donner une voie de réalisation. Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de la défense nationale congolaise. Avant de parler de service militaire, comprenons d'abord à qui nous avons affaire. La République démocratique du Congo est un géant démographique en pleine expansion. Selon les estimations de 2025, notre population dépasse les 106 millions d'habitants. Nous sommes le 15e pays le plus peuplé au monde et le 3e en Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Mais ce qui caractérise fondamentalement notre population, c'est sa jeunesse. 60% des Congolais ont moins de 20 ans. Les enfants de moins de 15 ans représentent 41,6% de la population totale. Près de 70% ont moins de 25 ans. Cette pyramide démographique explosive fait de la RDC l'un des pays les plus jeunes de la planète. Notre âge médian est de 15,8 ans. Pour comparaison, l'âge médian en France dépasse les 40 ans. Cette jeunesse massive constitue simultanément un atout stratégique et un défi colossal. Un atout, car une nation jeune dispose théoriquement d'une main-d'œuvre abondante, d'une énergie démographique capable de transformer l'économie et de défendre le territoire. Un défi, car cette même jeunesse doit être éduquée, formée, nourrie, employée. Or, les chiffres actuels montrent une réalité préoccupante. 7,6 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont toujours pas scolarisés. 62% des Congolais vivent en deçà du seuil de pauvreté, soit moins de 2,15 $ américains par jour. Le taux de mortalité infantile demeure élevé. L'espérance de vie stagne autour de 48,7 ans. L'accès aux services de santé de base est inférieur à 26%. Ces statistiques révèlent un État qui lutte pour assurer les besoins fondamentaux de sa population. Dans ce contexte,
La RDC n'a effectué aucun recensement scientifique de sa population depuis 1984. Nous sommes donc en 2025 et les autorités travaillent avec des estimations et des projections des Nations Unies. Ce sont les mêmes données que je vous ai transmises précédemment. Cette absence de données fiables complique toute planification stratégique, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé ou de la défense. Passons maintenant au contexte sécuritaire qui motive la proposition du député Mizar. Depuis plus de 30 ans, l'Est de la RDC est le théâtre de conflits exacerbés. Cette instabilité trouve ses racines dans le génocide rwandais de 1994, lorsque des centaines de milliers de réfugiés, dont des milices responsables de massacres, ont traversé la frontière pour s'installer sur notre territoire. Depuis, la région est devenue un terrain de confrontation permanente. La RDC accuse le Rwanda de vouloir exploiter ses ressources naturelles, une accusation que Kigali dément systématiquement. La rébellion du M23, soutenue, selon les Nations Unies, par 3 000 à 4 000 soldats rwandais, combat l'armée congolaise depuis plus de 3 ans. Cette rébellion occupe de vastes territoires au nord et au sud Kivu. L'infiltration, les trahisons et la faiblesse des effectifs dont parle le député Mizaré ne sont pas des inventions. Les FARDC font face à des défis structurels. Corruption, manque d'équipements modernes, une solde irrégulière, morale des troupes fragiles. Dans ce contexte, l'idée de renforcer l'armée par un service militaire obligatoire peut sembler logique. Mais la logique stratégique doit rencontrer la réalité opérationnelle. Comment un État qui ne parvient pas à recenser sa population, qui ne scolarise pas tous ses enfants, qui voit 62% de ses citoyens vivre dans la pauvreté, pourrait-il soudainement mobiliser, former et encadrer des millions de jeunes dans des casernes militaires? Cette question nous amène directement à examiner les détails de la proposition du député Mizaré et ses limites évidentes. Le 31 mars 2025, le député Claude Mizaré, membre du parti de Vital Kamerhe, a déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement une proposition de loi portant instauration du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo. Cette initiative fait suite à l'interpellation du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars, face aux multiples cycles d'agression rwandaise. Dans sa justification, le député Mizaré explique, je cite, « En tant que Muzalendo, j'ai considéré ça comme une opportunité parce que, avec ce que nous connaissons au sein de notre armée, l'infiltration, beaucoup de trahison, je me suis dit, si on instaurait ce service militaire obligatoire, peut-être que notre pays sera protégé parce qu'on suppose qu'après 5 ans ou 10 ans, on peut avoir même un élément formé par ménage. Et sur le plan militaire, ça peut sécuriser notre pays. » Fin de citation. Le député fonde sa démarche sur l'article 63 de la Constitution congolaise révisée en 2011. Cet article stipule que la défense de la patrie et de l'intégrité territoriale est un devoir sacré pour tout Congolais. Le service militaire obligatoire s'inscrit donc dans ce cadre constitutionnel. La proposition prévoit 2 types de formation pour une durée maximale de 6 mois. Durant ces 6 mois, les accolés suivraient d'abord une formation civique, patriotique et idéologique de 3 mois. Au cours de cette phase, ils apprendraient les valeurs et principes de la République, l'histoire militaire du Congo, la psychologie militaire, ainsi que l'éthique et la déontologie militaire. La deuxième formation, militaire pure, durerait 3 mois et couvrirait les bases du combat et de la défense nationale. Le député Mizaré propose également que les conscrits actifs puissent être réquisitionnés par le gouvernement de la République en cas d'agression ou de crise sécuritaire persistante. Il affirme, je cite, « Si tous les jeunes Congolais âgés de 18 à 30 ans étaient dotés de connaissances militaires, je pense que le Rwanda ne pourrait pas continuer à nous adresser des menaces et à occuper certaines parties du territoire congolais. » Fin de citation. Le député clarifie également la distinction entre le service militaire obligatoire et la réserve armée de la défense, la RAD.
Il précise, je cite, « Pour être réserviste, il n'y a aucune obligation. C'est un service volontaire. C'est ça la différence qu'il y a avec le service militaire obligatoire. » Pour l'Ahad, c'est celui qui veut servir le pays comme réserviste, à part les anciens militaires qu'on considère comme experts ayant passé après dans l'armée, mais là aussi, ce n'est pas une obligation. Fin de citation. Ahad, adopté par le gouvernement en septembre 2023, repose sur un engagement volontaire. Le service militaire obligatoire proposé par Mizaré concernerait obligatoirement toute la jeunesse congolaise de 18 à 30 ans, sans exception. Faisons maintenant les calculs. Si nous prenons les données démographiques actuelles, la tranche d'âge de 18 à 30 ans représente potentiellement plusieurs millions de personnes. Avec une population de 106 millions d'habitants et une structure démographique où 70% ont moins de 25 ans, nous parlons d'au moins 15 à 20 millions de jeunes dans cette tranche d'âge, hommes et femmes confondus. Imaginons un seul instant que l'État congolais décide d'appliquer cette loi. Où logerait-on ces millions de jeunes? Dans quelle caserne? Avec quels instructeurs? Avec quel équipement? Avec quelle nourriture? Avec quel budget? Aucun document officiel accompagnant cette proposition de loi ne précise le nombre de casernes disponibles, le budget nécessaire, ni la logistique requise pour accueillir, nourrir et former simultanément des centaines de milliers, voire des millions de recrues. Les FARDC, dans leur état actuel, disposent-elles des capacités pour gérer un afflux massif de recrues? Les infrastructures militaires existantes peuvent-elles absorber cette charge sans compromettre les opérations en cours dans l'est du pays? Ces questions demeurent sans réponse publique. Le député Mizaré insiste sur le caractère urgent de cette initiative et espère que chaque entité jouera mieux son rôle. Mais l'urgence stratégique ne peut pas remplacer la planification opérationnelle. Une armée ne se construit pas sur des vœux pieux, mais sur des bases matérielles, financières et logistiques solides. La proposition du député Mizaré reflète un patriotisme sincère et une préoccupation légitime face aux agressions que subit notre pays. Personne ne peut nier la nécessité de renforcer nos capacités de défense. Mais entre l'intention louable et la réalisation concrète, il existe un gouffre que la proposition actuelle ne comble pas. Cette absence de précision opérationnelle nous oblige à examiner des modèles internationaux où le service militaire obligatoire fonctionne réellement, afin de comprendre ce qui rend un tel système viable. Pour évaluer la faisabilité du service militaire obligatoire en RDC, examinons des pays où ce système existe et fonctionne. Deux modèles méritent une attention particulière, la Corée du Sud et Israël. Ces deux nations maintiennent un service militaire obligatoire rigoureux, mais dans des contextes démographiques, économiques et géopolitiques radicalement différents de la RDC. Commençons par la Corée du Sud. En Corée du Sud, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 28 ans. Inscrit dans l'article 39 de la Constitution sud-coréenne depuis 1948, ce service est devenu obligatoire en 1957, après la guerre de Corée. Le pays demeure officiellement en guerre avec la Corée du Nord, un conflit gelé par un armistice signé en 1953, mais jamais conclu par un traité de paix. La durée du service varie entre 18 et 22 mois selon le corps d'armée choisi. Les jeunes Sud-Coréens peuvent servir dans l'armée de terre pendant 21 mois, dans la marine pendant 21 mois, dans le corps des marines pendant 23 mois ou dans les forces aériennes pendant 24 mois. Un service non actif effectué dans l'administration, les hôpitaux ou les instituts publics dure entre 24 et 36 mois. Après avoir atteint l'âge de 18 ans, chaque jeune homme subit un examen médical pour évaluer son aptitude à servir. 90% des hommes au sein d'une même classe d'âge effectuent leur service militaire. Les candidats ont jusqu'à l'âge de 28 ans pour s'enrôler, 30 ans pour certains artistes mondialement connus, grâce à la loi adoptée en 2020, surnommée la loi BTS,
en référence au célèbre groupe de Capote. Une fois enrôlés, les conscrits reçoivent un salaire mensuel d'environ 400 €. Ils passent les premières semaines dans un camp d'entraînement avant de se voir attribuer un rôle au sein de l'armée. Faire son service militaire est obligatoire pour postuler à des emplois dans l'administration ou dans de grandes entreprises, car le dossier militaire est systématiquement demandé aux hommes. Les exemptions existent, mais demeurent rares. Les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental grave peuvent effectuer un service civique ou être totalement exemptés. Les athlètes médaillés aux Jeux olympiques ou aux Jeux asiatiques, ainsi que les musiciens remportant des prix internationaux reconnus, peuvent bénéficier d'une exemption. Mais ces exemptions sont strictement encadrées. Le refus de faire son service militaire entraîne jusqu'à 18 mois de prison ou, depuis 2020, 4 ans de travaux d'intérêt général dans des camps fermés avec quelques permissions. La société coréenne considère le service militaire comme l'un des 4 devoirs constitutionnels, aux côtés du travail, de l'éducation et des impôts. Ceux qui tentent d'échapper frauduleusement à cette obligation sont méprisés et très critiqués. Le service militaire sud-coréen repose sur plusieurs piliers: une infrastructure militaire développée, un budget conséquent, une administration capable de gérer les flux de recrues, une culture nationale valorisant ce passage obligé et un système économique suffisamment robuste pour absorber l'interruption de carrière de centaines de milliers de jeunes. Analysons maintenant le cas d'Israël avec sa conscription universelle et ses enjeux existentiels. Israël représente un autre modèle, encore plus exigeant. Le service militaire y est obligatoire pour les hommes et les femmes, une caractéristique rare dans le monde. La durée est actuellement de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans pour les femmes. Les jeunes sont convoqués à l'âge de 18 ans ou à la fin de leurs études secondaires. Israël est l'un des rares pays au monde où le service militaire est obligatoire pour la gente féminine. Dès la création de l'État en 1948, les femmes ont été enrôlées, reflétant une réalité démographique, une population réduite face à des menaces existentielles et une nécessité stratégique absolue. Les militaires souhaitant devenir officiers s'engagent à servir au moins 1 année de plus que le temps habituel. Les pilotes suivent une formation longue de 4 ans minimum et s'engagent à servir après cette formation pour une durée minimale de 6 ans. Les exemptions existent mais demeurent controversées. Les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental peuvent être totalement exemptées. Les femmes mariées, enceintes ou se déclarant pratiquantes peuvent effectuer le Sherut Leumi, un service civil d'intérêt général, ou être exemptées. Les étudiants des yeshivot, les écoles talmudiques ultra-orthodoxes, ont longtemps bénéficié d'une exemption automatique. En juin 2024, la Cour suprême d'Israël a ordonné la conscription des ultra-orthodoxes, mettant fin à ce privilège controversé. Après le service actif, les anciens soldats sont appelés à servir dans les réserves, le Milouim, généralement jusqu'à l'âge de 40 ans. Ce service de réserve consiste en plusieurs jours par an dédiés à des entraînements ou des missions spécifiques. Ne pas se présenter au service de réserve peut entraîner des amendes ou des peines d'emprisonnement. L'armée israélienne, Tsahal, joue un rôle central dans l'intégration nationale. Elle assure une mission éducative et de socialisation auprès des jeunes recrues, contribuant à l'homogénéisation culturelle et à la mise à niveau de l'instruction. Le service militaire est considéré comme un passage essentiel à l'intégration, constituant le creuset de la nation. Israël dispose d'un PIB par habitant élevé, d'une infrastructure militaire moderne, d'un budget de défense parmi les plus élevés au monde en proportion du PIB et d'une administration capable de gérer avec précision les flux de conscription. Le pays fait face à une menace existentielle constante, créant un consensus national autour de la nécessité du service militaire. Quelles leçons notre pays peut en tirer? Ces 2 modèles révèlent des constantes indispensables pour qu'un service militaire obligatoire fonctionne. Sélectivité stricte, basée sur des examens médicaux rigoureux, infrastructures militaires adaptées et entretenues,
budget conséquent alloué à la défense, administration capable de gérer les flux de recrues avec précision, intégration progressive des recrues dans des unités structurées, consensus national autour de la nécessité de ce service. Et dans les deux cas, un contexte géopolitique créant un sentiment d'urgence existentielle partagé par l'ensemble de la population. La Corée du Sud et Israël disposent de moyens économiques et administratifs que la RDC ne possède pas actuellement. Leur service militaire fonctionne parce qu'il s'appuie sur des bases matérielles solides, une discipline administrative rigoureuse et une culture nationale valorisant ce sacrifice. Transposer directement ce modèle en RDC sans tenir compte de nos réalités démographiques, économiques et administratives reviendrait à construire un château de cartes. Cela ne signifie pas que le service militaire obligatoire est impossible en RDC. Cela signifie qu'il doit être adapté, progressif, ciblé et réaliste. C'est précisément ici que nous intervenons avec une proposition qui essaie de prendre en compte les réalités actuelles de notre nation. Face aux limites évidentes de la proposition initiale du député Mizareh et aux leçons tirées des modèles internationaux, Inside News Review propose un cadre alternatif réaliste et progressif, le service national obligatoire ciblé que nous appellerons SNO 50K. Ce modèle repose sur un principe simple: former annuellement 50 000 jeunes hommes dans un cadre structuré, décentralisé et financièrement soutenable. Voici les détails opérationnels de cette proposition. Jetons un regard sur le principe de sélection et ciblage démographique. Plutôt que de viser tous les jeunes de 18 à 30 ans, ce qui représente plusieurs millions de personnes, le SNO 50K cible exclusivement les jeunes hommes ayant terminé l'examen d'État dans les 2 années suivantes. Cette approche concentre les ressources sur une tranche d'âge définie, facilitant l'identification et le recrutement via le système éducatif. La limitation aux seuls hommes réduit de moitié le volume potentiel de recrues, rendant le projet plus gérable. Chaque année, environ 500 000 élèves passent l'examen d'État en RDC, dont approximativement 250 000 garçons. Sur ce nombre, le gouvernement sélectionnerait 50 000 recrues par tirage au sort équitable ou selon des critères géographiques garantissant une représentation de toutes les provinces. Le cadre sélectif doit être fortement débattu afin d'avoir un équilibre non discriminatif. Cette sélection via le système éducatif présente plusieurs avantages. Les jeunes sont déjà identifiés administrativement, leurs données sont accessibles via les écoles, et le moment de la sélection coïncide avec une période de transition naturelle entre études secondaires et vie active ou études supérieures. Voyons le cas des infrastructures décentralisées. Le SNO 50K propose de créer une base de formation du service obligatoire dans chacune des 25 provinces stables du pays, excluant les zones de conflit à l'Est. Chaque base accueillerait environ 2000 recrues par cycle, avec un total de 50 000 recrues réparties sur l'ensemble du territoire. Cette décentralisation présente plusieurs avantages stratégiques. Elle limite les coûts de déplacement des recrues qui restent dans leur région d'origine ou dans une province voisine. Elle favorise l'ancrage territorial et la connaissance du terrain local, renforçant les capacités de défense régionale. Elle permet une construction progressive des infrastructures, province par province, plutôt qu'un investissement massif impossible à réaliser d'un coup. Elle crée des emplois locaux pour les instructeurs, le personnel administratif militaire, civil et logistique. Chaque base comprendrait des infrastructures identiques, casernes pouvant loger 2000 à 2500 recrues, salles de formation civique et patriotique, terrains d'entraînement militaire, infirmerie et services médicaux de base, cuisine et réfectoire, installations sanitaires adéquates et zones administratives pour la gestion des effectifs. La construction de ces 25 bases représente un investissement initial conséquent, mais étalé sur plusieurs années, il devient financièrement soutenable. La première année,
Le gouvernement pourrait lancer le projet pilote dans 5 provinces, puis étendre progressivement à 10 provinces la deuxième année, 20 provinces la troisième année et finalement couvrir les 25 provinces à partir de la quatrième année. Venons-en au cycle de formation. Le SNO 50K propose un cycle de 9 mois effectif avec 3 mois de pause pour réorganisation, évaluation et maintenance des infrastructures. Ce rythme permet d'avoir un flux constant de recrues sans surcharger les infrastructures. La formation se déroulerait en 3 étapes distinctes. La première étape, d'une durée de 3 mois, serait consacrée à la formation civique et patriotique. Durant cette phase, les nouvelles recrues acquerraient une connaissance approfondie des valeurs et principes de la République, de l'histoire militaire du Congo, de la psychologie et de l'éthique militaire, y compris la déontologie. Elles seraient également sensibilisées aux droits humains ainsi qu'au concept de citoyenneté active et de responsabilité collective. La deuxième étape, consacrée à la formation militaire de base, s'étendrait sur une période de 3 mois. Durant cette phase, les nouvelles recrues bénéficieront d'un entraînement physique intensif. Le programme comprendrait également une initiation au maniement des armes, l'acquisition de notions fondamentales de tactique militaire, une formation essentielle aux premiers secours et aux soins d'urgence, ainsi qu'un accent particulier mis sur la discipline et le commandement. La troisième et dernière phase, d'une durée de 3 mois, serait consacrée à la formation spécialisée. En fonction des aptitudes révélées lors des phases précédentes, les recrues seraient affectées à des domaines spécifiques tels que le génie militaire, les communications, la logistique et l'intendance, la santé militaire ou le maintien de l'ordre et la sécurité civile. Les 3 mois de pause entre chaque cycle seraient mis à profit par les instructeurs pour se reposer, les infrastructures pour être entretenues et réparées, et les autorités pour évaluer les résultats du cycle précédent, ainsi que pour sélectionner et convoquer les nouvelles recrues. Passons maintenant au système d'identification universelle. Le SNO 50K propose d'instaurer un identifiant national unique pour chaque jeune avant l'examen d'État. Cet identifiant faciliterait le suivi administratif, le recrutement équitable, l'exemption conditionnelle pour études à l'étranger et la gestion des dossiers militaires. Sans cet identifiant, aucun étudiant ne pourra participer aux examens d'État. Tout jeune souhaitant poursuivre des études hors du pays fournirait les preuves nécessaires, admission dans une université étrangère reconnue et preuve de financement pour obtenir un report de 2 ans. À l'issue de ces études, il devrait soit effectuer son service obligatoire, soit payer une contribution financière équivalente au coût de formation de 5 recrues, contribution qui financerait le système. Les fuites et tentatives d'évitement seraient sévèrement punies. Tout jeune ayant quitté le territoire sans autorisation formelle et découvert ultérieurement se verrait interdire l'accès à la fonction publique, au marché public et aux services administratifs jusqu'à régularisation de sa situation. Les recrues ayant démontré des aptitudes exceptionnelles durant leur formation pourraient intégrer automatiquement les FARDC à l'issue de leur service pour une durée minimum de 2 ans renouvelable, assurant un flux constant de soldats qualifiés et motivés. Cette passerelle garantirait que l'investissement dans la formation ne soit pas perdu et que l'armée régulière bénéficie des meilleurs éléments. Les recrues souhaitant poursuivre une carrière militaire bénéficieraient d'une formation complémentaire de 6 mois avant intégration définitive. Leur expérience durant le SNO 50K compterait dans leur ancienneté et ils recevraient une solde régulière dès leur intégration. Lors de l'enrôlement au service national obligatoire 50K, SNO 50K, une démarche administrative cruciale sera mise en place. L'ouverture systématique d'un compte bancaire à la poste congolaise pour chaque jeune conscrit. Cette mesure, rendue obligatoire, découle d'une coopération stratégique et étroite entre l'institution en charge du SNO 50K et la poste congolaise, visant à moderniser et sécuriser le versement des allocations destinées aux recrues. Ce compte bancaire ne sera pas un simple outil d'épargne, mais la plateforme essentielle pour le dépôt d'une solde mensuelle. Cette allocation, fixée à l'équivalent de $50 américains, sera versée régulièrement à chaque jeune enrôlé. L'objectif principal de cette solde est de fournir un soutien financier de base aux conscrits durant leur période de service, leur permettant de couvrir des dépenses personnelles essentielles et de favoriser ainsi leur autonomie financière.
Cette initiative revêt une double importance. Premièrement, une inclusion financière et formalisation. En rendant l'ouverture de compte obligatoire, le SNO 50K contribue significativement à l'inclusion financière des jeunes Congolais, dont beaucoup n'auraient pas accès à des services bancaires classiques. Cela permet de formaliser leur rémunération, garantissant traçabilité et sécurité des fonds. Secondement, la modernisation de la gestion des ressources humaines. Le passage à un système de versement bancaire électronique marque une étape vers la modernisation de la gestion du personnel au sein du SNO 50K, remplaçant potentiellement des systèmes de paiement en espèces moins sécurisés et plus fastidieux. La collaboration avec la Poste congolaise est privilégiée en raison de son vaste réseau d'agences et de points de service à travers le territoire national, assurant ainsi l'accessibilité des fonds pour les recrues, quelle que soit leur affectation. Des mécanismes de formation et d'accompagnement seront également mis en place pour initier les jeunes conscrits à l'utilisation responsable de leur compte bancaire et aux services financiers de base. Quels seront donc les avantages du modèle SNO 50K? Ce modèle permet de former 50 000 jeunes par an sans paralyser l'économie ni surcharger les infrastructures. En 10 ans, 500 000 citoyens auraient reçu une formation militaire de base, constituant une réserve mobilisable en cas de crise nationale. En 20 ans, 1 million de Congolais formés. Le coût resterait gérable avec un budget progressif. Le SNO 50K crée également une culture de défense nationale progressive. Chaque année, 50 000 jeunes retourneraient dans leur communauté avec une formation militaire, une discipline et un sens du devoir. Ils deviendraient des vecteurs de cohésion nationale et de résilience communautaire. La réussite de notre proposition cruciale d'un service national obligatoire dépend d'une évaluation budgétaire rigoureuse et d'une volonté politique inébranlable. Le coût de mise en œuvre, infrastructure, logistique, formation, équipement et les dépenses récurrentes exigent une étude de faisabilité économique détaillée. Il faut identifier des sources de financement pérennes, budget national, partenariat, aide internationale, sans compromettre d'autres secteurs vitaux. L'engagement ferme des autorités est vital pour surmonter les résistances, prioriser les ressources et assurer la continuité du programme au-delà des cycles électoraux. Cela passe par un cadre législatif solide, la mobilisation administrative et une communication transparente pour garantir l'adhésion publique. Ces deux piliers conditionnent la faisabilité et l'efficacité du service national obligatoire. Nous allons approfondir l'examen de ces défis majeurs. L'interrogation budgétaire détermine la viabilité du SNO 50K. Les chiffres suivants incluent tous les paramètres financiers, notamment la rémunération complète des recrues. Analysons les coûts directs par recrue. La formation de 9 mois génère des dépenses structurées. Nourriture, 810 à 1350 $ pour 270 jours à 3,5 $ quotidiens. Équipement complet, uniforme, ranger, matériel d'entraînement, armes d'instruction, 200 à 350 $. Hébergement avec amortissement infrastructure, 200 à 300 $. Soins médicaux, examens initiaux, vaccination, traitement courant, 100 à 150 $. Encadrement proportionnel, 400 à 500 $. Le SNO 50K introduit une innovation critique, rémunération mensuelle de 50 $ durant 12 mois. 9 mois couvrent la formation active, 3 mois financent la transition post-libération. Cette continuité salariale totalise 600 $ par recrue, permettant la poursuite d'études, le lancement d'activités économiques ou le soutien familial durant la réintégration. Coût total par recrue, 2 310 à 3 250 $. Pour 50 000 recrues, 1115 à 162,5 millions de dollars annuels. Le coût salarial seul représente 30 millions de dollars. Cette disposition évite la perception d'exploitation gratuite de la jeunesse et réduit les risques de désertion. Jetons un œil sur les infrastructures initiales. 25 bases provinciales accueillant chacune 2000 recrues nécessitent des investissements structurants. Chaque base comprend caserne modulaire, salle de formation pour 200 personnes, terrain d'entraînement avec parcours du combattant et zone de tir, infirmerie équipée, cuisines industrielles produisant 6000 repas quotidiens,
Installation sanitaire complète, zones administratives, armurerie sécurisée, système d'approvisionnement eau-électricité, périmètre de sécurité. Coût unitaire, 5 à 10 millions de dollars selon accessibilité provinciale. Kasai et Maniema connaîtront des surcoûts logistiques. Congo central et Haut-Katanga bénéficieront de coûts réduits. Investissement total, 125 à 250 millions de dollars, étalés sur 4 ans selon progression calculée. Année 1, 5 bases pilotes. Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Lualaba, Kasai central. Investissement 25-50 millions. Formation de 10 000 recrues. Année 2, 5 bases additionnelles. Kwilu, Kwango, Sankuru, Lomami, Tanganyika. Investissement 25-50 millions. Formation de 20 000 recrues. Année 3, 10 bases supplémentaires couvrant Chopo, Oturi, Olomami, Oele, Basse-Oele, Chwapa, Mongala, Équateur, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi. Investissement 50-100 millions. Formation de 40 000 recrues. Année 4, 5 dernières bases. Maïndombe, Kasai, Kasai oriental, Maniema. Sankuru. Investissement 25-50 millions. Capacité opérationnelle complète à 50 000 recrues. Cette progression permet ajustement basé sur retour terrain. Les erreurs détectées dans les bases initiales seront corrigées avant construction ultérieure. Résumons à présent le budget récurrent. À partir de la 4e année, le fonctionnement annuel se dressera de la sorte. Formation, 50 000 recrues. Nourriture, équipement, hébergement, santé, salaire 12 mois, 115,5 à 162,5 millions. Entretien, 25 bases. Réparation, maintenance, fourniture, 10 à 15 millions. Salaires instructeurs et personnel permanent, 1000 à 1500 personnes, à 500-800 dollars mensuels, charges incluses, 20 à 30 millions. Administration et logistique, transport recrues, coordination nationale, suivi, évaluation, 10 à 15 millions. Le total annuel récurrent, 160 à 225 millions de dollars, représentant 1,6 à 2,25% du budget national. 10 milliards estimés. Cette proportion reste gérable sous réserve de discipline budgétaire rigoureuse. Mais comment financer cela tout en conservant une souveraineté totale? Le budget défense 2025 s'établit à 1,5 milliard de dollars. Le SNO FACANTCA absorberait 10,6 à 15% de ce montant. Réduire d'autres postes militaires affaiblirait les capacités opérationnelles actuelles des FARDC. Augmenter globalement ce budget constitue l'option rationnelle. L'État congolais perd entre 9 et 15 milliards de dollars annuellement via corruption et fuite de capitaux. Ces pertes équivalent ou dépassent le budget national entier. Emmanuel Luzolo Bambi chiffrait ses pertes à 15 milliards en 2018 contre un budget de 5 milliards. La Banque centrale enregistra une fuite de 25 milliards sur 3 ans jusqu'en 2017, principalement via entreprises minières. Entre 2012 et 2017, la fuite totale atteignit 286,6 milliards, soit 48 milliards annuels moyens. La solution financière réside dans la gouvernance. Réduire ces hémorragies de 50% libérerait 4,5 à 7,5 milliards annuels, finançant le SNO 50K 20 fois. Aucune augmentation fiscale n'est requise. La lutte contre corruption et évasion fiscale doit devenir priorité absolue. Mécanisme de traçabilité financière, audit indépendant systématique, sanctions pénales exemplaires contre détournement constituent les prérequis. Concernant les partenariats extérieurs, certains alliés militaires fiables pourraient contribuer techniquement sans compromettre la souveraineté. Formation d'instructeurs ou expertise logistique ponctuelle demeure acceptable. Le financement doit rester majoritairement congolais pour garantir indépendance décisionnelle. Tout partenariat international doit s'inscrire dans une logique d'appui limité, sans conditionnalité politique ni ingérence opérationnelle. Le secteur privé congolais présente un potentiel contributif. Les entreprises minières bénéficient directement de la stabilité nationale. Une contribution de 0,5 à 1% sur bénéfice pourrait générer des dizaines de millions annuels. Obligations souveraines dédiées au SNO 50K, accessibles aux citoyens et diaspora, permettraient lever de capitaux sans alourdir immédiatement le budget. Quant aux défis logistiques, le transport de 50 000 jeunes vers 25 bases provinciales annuellement
nécessite coordination inédite. Infrastructures routières défaillantes compliquent l'acheminement, particulièrement durant saison des pluies. Coût transport aller-retour, 5 à 10 millions additionnels. Approvisionnement alimentaire, chaque base consomme 120 à 150 tonnes mensuelles. Total System, 3000 à 3750 tonnes mensuelles. Les provinces reculées, Maniema, Kasaï profond, exigent stock de sécurité plurimensuel palliant interruption. Cuisines industrielles, camions frigorifiques, entrepôts sécurisés constituent investissement obligatoire. Appels d'offres transparents, privilégiant producteurs locaux, stimuleront économie rurale. Contrôle qualité rigoureux, éviteront surfacturation et produits défectueux. Urgence médicale dans 25 sites simultanés exige 2 infirmiers permanents et médecins hebdomadaires par base. Ambulances et partenariats formalisés avec hôpitaux provinciaux garantiront prise en charge grave. Stock médicaments essentiels, 1,5 à 3 millions annuels. Recrutement de 1500 instructeurs qualifiés pose question. Les FRDC disposent-elles de suffisamment d'officiers expérimentés sans affaiblir unités opérationnelles combattant dans l'Est? Création d'un corps d'instructeurs dédiés, recrutant parmi officiers fin de carrière ou militaires retraités aptes, s'impose. Formation pédagogique préalable de plusieurs semaines demeure indispensable. Sécurité des bases contre corruption interne et attaques externes requiert système rigoureux. Inspection surprise menée par équipe indépendante rattachée à la présidence détecteront fraude. Publication annuelle des comptes détaillés, base par base, garantira transparence. Périmètre sécurisé, tour de guet, patrouille nocturne, système d'alerte connecté aux unités régionales protégeront installation. Les défis budgétaires du SNOK restent gérables. Le budget récurrent de 160-225 millions représente investissement conséquent mais viable. Les infrastructures de 125-250 millions étalées sur 4 ans demeurent réalisables. La vraie interrogation concerne la volonté politique et la discipline administrative. Sans gouvernance rigoureuse, mécanisme de contrôle robuste et lutte implacable contre corruption, le SNO 50K échouera. Il ne doit pas devenir source d'enrichissement illicite pour responsables véreux. Il exige consensus politique transcendant intérêts partisans et soutien populaire durable. Les 9-15 milliards de pertes annuelles via corruption démontrent que les ressources existent. La transformation requiert rupture systémique avec pratiques actuelles. Cette interrogation conduit naturellement aux enjeux politiques et sociaux du service national obligatoire. Au-delà de la faisabilité technique et financière, le service national obligatoire soulève des questions politiques et sociales fondamentales. Un tel projet ne concerne pas seulement l'armée. Il transforme profondément la société congolaise, ses valeurs, ses priorités et son avenir. Analysons maintenant l'acceptation sociale et les résistances prévisibles. Comment les familles congolaises percevront-elles l'obligation pour leurs fils de servir 9 mois dans l'armée? Dans un contexte où l'éducation supérieure reste une voie privilégiée d'ascension sociale, cette obligation pourrait être perçue comme une interruption pénalisante des études. Les jeunes urbains diplômés, issus de familles aisées de Kinshasa, Lubumbashi ou Goma, accepteront-ils ce passage obligé? Historiquement, les élites congolaises ont toujours trouvé des moyens d'échapper aux obligations collectives. Le risque que les fils de ministres, de députés, de généraux ou de grands commerçants obtiennent des exemptions frauduleuses est réel. Les familles rurales, déjà fragilisées par la pauvreté, pourraient également résister si un jeune homme contribue aux revenus familiaux par son travail agricole ou son petit commerce. Son absence de 9 mois représente une perte économique directe. Comment compenser cette perte? Le gouvernement offrira-t-il une allocation aux familles dont les fils effectuent leur service? Les risques de contestation sociale ou de tentative d'évasion existent. Certains jeunes pourraient fuir vers les pays voisins pour échapper au service obligatoire. D'autres pourraient tenter de corrompre les responsables du recrutement pour obtenir des exemptions. Sans un système transparent et rigoureux, le SNO 50K pourrait devenir une source de corruption supplémentaire plutôt qu'un outil de cohésion nationale. Traitons donc ces points. Équité et exemption, le piège des privilèges. Qui bénéficiera d'exemption? Le système proposé prévoit des reports pour études à l'étranger, mais qu'en est-il des situations médicales, familiales ou économiques?
Sans cadre juridique clair et transparent, les exemptions pourraient devenir un privilège réservé aux élites, accentuant les inégalités sociales. Les fils de familles aisées pourraient échapper au service en obtenant des admissions dans des universités étrangères, souvent fictives, tandis que les jeunes issus de milieux modestes supporteraient seuls cette charge. Cette inégalité créerait un ressentiment profond et délégitimerait l'ensemble du système. Pour éviter cette dérive, le gouvernement devrait établir des critères d'exemption stricts et publics. Les exemptions médicales devraient être validées par des commissions médicales indépendantes. Les exemptions pour études à l'étranger devraient être accordées uniquement sur présentation de preuves vérifiables, admission confirmée, preuve de financement et engagement formel de retour pour effectuer le service après les études. Les jeunes orphelins ou soutiens de famille unique pourraient bénéficier d'exemptions temporaires ou définitives selon leur situation. Les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux graves devraient être totalement exemptées. La transparence totale dans l'attribution des exemptions est indispensable. Publier chaque année la liste des jeunes exemptés avec les raisons de leur exemption permettrait un contrôle citoyen et limiterait les abus. Parlons de l'impact sur l'économie et l'éducation. Retirer annuellement 50 000 jeunes hommes du marché du travail et du système éducatif pendant 9 mois aura des répercussions économiques. Les familles dépendant du revenu de ces jeunes subiront des difficultés. Les universités devront adapter leurs calendriers académiques pour permettre aux étudiants d'effectuer leurs services sans perdre une année complète. Le gouvernement pourrait négocier avec les universités publiques et privées un système de crédit académique pour le service militaire. Les 9 mois de formation pourraient équivaloir à un semestre académique dans certaines filières, comme l'éducation physique, les sciences politiques ou les relations internationales. Les entreprises devront également s'adapter. Si un jeune homme est embauché juste après ses études secondaires, il devra interrompre son emploi pour effectuer son service. Les employeurs accepteront-ils de réembaucher ces jeunes après leur service? Une loi pourrait garantir le droit de réintégration professionnelle après le service militaire, sur le modèle de certains pays européens. Que dire du risque de militarisation de la société? Un service national obligatoire pourrait transformer profondément la culture congolaise. La militarisation de la jeunesse comporte des risques. La discipline autoritaire, la hiérarchie rigide, l'obéissance sans question, ces valeurs militaires peuvent entrer en conflit avec les valeurs démocratiques de débat, de liberté d'expression et d'esprit critique. L'histoire africaine recèle des exemples où des armées formées massivement ont servi des régimes autoritaires. Des jeunes formés militairement peuvent être mobilisés pour réprimer des manifestations, intimider des opposants politiques ou soutenir un coup d'État. Le SNO 50K devrait donc intégrer une dimension civique forte, insistant sur les valeurs démocratiques, les droits humains et le rôle de l'armée comme protectrice de la nation et non comme instrument de pouvoir personnel. La formation civique et patriotique de 3 mois devrait inclure des modules sur la Constitution, les libertés fondamentales et l'histoire des dictatures africaines pour sensibiliser les recrues aux dérives possibles. La RDC est un pays de 450 ethnies avec des langues, des cultures et des histoires diverses. Le service national obligatoire pourrait devenir un outil de cohésion nationale en mélangeant des jeunes de toutes les provinces, de toutes les ethnies, de toutes les religions. Cependant, le risque inverse existe également. Si les bases de formation sont mal gérées, si des instructeurs favorisent certaines ethnies ou régions, si des tensions intercommunautaires éclatent entre recrues, le service militaire pourrait devenir un lieu de fragmentation plutôt que de cohésion. La décentralisation proposée par le SNO 50K, avec des bases dans chaque province, limite ce risque en gardant les jeunes proches de leur région d'origine. Mais elle réduit également les opportunités de brassage ethnique et culturel. Un équilibre doit être trouvé, peut-être en organisant des rotations interrégionales pour une partie de la formation. Vous vous posez peut-être une question depuis le début. Pourquoi seulement les hommes et non les femmes? Jetons donc un regard sur le genre et l'inclusion. Le SNO 50K propose de cibler uniquement les jeunes hommes. Cette décision repose sur un pragmatisme budgétaire, réduire de moitié le nombre de recrues pour rendre le projet gérable.
Mais elle soulève des questions d'équité de genre. Les jeunes femmes congolaises ne devraient-elles pas également contribuer à la défense nationale? Israël, comme nous l'avons vu, impose le service militaire aux femmes. Les femmes congolaises ont historiquement joué des rôles importants dans les luttes de libération et les mouvements sociaux. Une étape ultérieure du SNO 50K pourrait inclure les jeunes femmes, soit dans des formations militaires, soit dans des services civils équivalents, santé communautaire, éducation, infrastructure. Cette inclusion renforcerait l'équité du système et mobiliserait l'ensemble de la jeunesse pour le développement national. Nous voici au terme de cette investigation. La proposition de service national obligatoire en RDC cristallise une tension fondamentale, celle entre l'urgence sécuritaire réelle et les contraintes opérationnelles concrètes. L'Est de notre pays subit effectivement depuis plus de 30 ans des conflits qui justifient une réflexion sur le renforcement des capacités de défense. Le député Claude Misard, en déposant sa proposition de loi, a exprimé une préoccupation légitime partagée par des millions de Congolais. Personne ne peut nier que nos forces armées ont besoin d'être renforcées, modernisées, disciplinées. Mais la question n'est pas de savoir si la RDC doit renforcer son armée. La question est comment le faire de manière réaliste, durable et juste. Le projet initial de Claude Mizaret, bien qu'animé par un patriotisme sincère, manque de précision opérationnelle. Envisager la formation de tous les jeunes de 18 à 30 ans représente plusieurs millions de personnes. Un objectif irréaliste, sans moyens colossaux. Aucun budget n'est présenté, aucune infrastructure n'est détaillée, aucun calendrier n'est proposé. C'est une vision sans plan d'exécution. La proposition Inside News Review du service national obligatoire ciblé, le SNO 50K, offre une alternative pragmatique. Former annuellement 50 000 jeunes hommes dans 25 bases provinciales avec un cycle de 9 mois, un système d'identification universel et une passerelle vers l'armée régulière. Ce modèle permet de construire progressivement une réserve de citoyens formés sans paralyser le pays. 500 000 jeunes Congolais auraient reçu une formation militaire de base. En 20 ans, 1 million. Cette masse critique créerait une culture de défense nationale, une résilience communautaire et une capacité de mobilisation rapide en cas de crise. Mais cette proposition demeure ouverte au débat. Les coûts estimatifs que nous avons présentés, entre 150 et 250 millions de dollars par an, une fois le système pleinement opérationnel, nécessitent une validation rigoureuse par des experts budgétaires. Les modalités d'exemption doivent être précisées pour garantir l'équité. L'intégration des femmes à terme doit être envisagée. La qualité de l'encadrement et la transparence de la gestion constituent des points cruciaux. Les défis budgétaires sont immenses. Les défis logistiques sont colossaux. Les risques de corruption sont réels. Les tensions sociales sont prévisibles. Mais aucun de ces obstacles n'est insurmontable si la volonté politique existe, si l'administration fonctionne avec discipline, si la transparence financière est garantie. La vraie question demeure, la RDC dispose-t-elle de la volonté politique, de la discipline administrative et de la transparence financière pour transformer cette ambition en réalité? L'avenir de la défense nationale congolaise dépendra moins du nombre de recrues que de la qualité de leur formation, de l'intégrité de leurs instructeurs et de la clarté de la vision stratégique nationale. Un service national obligatoire bien conçu pourrait devenir un outil de cohésion nationale, un creuset où se forgent les citoyens responsables, disciplinés, prêts à défendre leur patrie. Mal conçu, il pourrait devenir une source de corruption supplémentaire, un instrument de militarisation autoritaire, un fardeau économique insupportable. Le choix appartient aux Congolais, aux députés qui débattront de cette loi, au gouvernement qui devra la financer et l'exécuter, aux jeunes qui devront la vivre, aux familles qui devront l'accepter. Ce débat ne fait que commencer et il mérite toute notre attention, car il concerne l'avenir même de notre nation. La RDC peut-elle se permettre un service national obligatoire? Mais peut-être devrions-nous inverser la question. La RDC peut-elle se permettre de ne pas renforcer ses capacités de défense face aux agressions persistantes? La réponse se trouve quelque part entre ces deux interrogations, entre l'ambition et le réalisme, entre l'urgence et la prudence, entre le patriotisme et le pragmatisme. Merci d'avoir suivi cette édition d'Inside News Review.
La rédaction reste ouverte aux contributions d'experts militaires, d'économistes, de sociologues, de citoyens ordinaires et d'acteurs politiques souhaitant enrichir cette réflexion sur le service national obligatoire. Contactez-nous pour partager vos analyses, vos critiques constructives ou vos propositions alternatives. Ce débat appartient à tous les Congolais et chaque voix compte. Retrouvez nos prochaines émissions sur les enjeux majeurs qui façonnent l'avenir de la République démocratique du Congo. Inside News Review vous donne rendez-vous pour une nouvelle investigation qui vous fera réfléchir, questionner et agir. Bonne journée ou bonne fin de journée et que Dieu bénisse la RDC.